Imaginez que vous puissiez contrôler des banques, des royaumes, des religions et même les œuvres d'art les plus emblématiques de l'histoire. Être la force invisible qui décide des guerres, des alliances et du cours des civilisations. Difficile à croire, n'est-ce pas? Je parle Médicis. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'une famille qui a fait tout cela, et bien plus encore. Une famille qui n'a pas hérité de trône, mais qui a façonné le destin de l'Europe comme aucun roi ou empereur n'aurait pu le faire. Qu'est-ce qui a permis aux Médicis d'acquérir un pouvoir presque illimité et comment sont-ils passés du statut d'humble marchand de laine à celui de mécène de la Renaissance et de créateur de papes? Et le plus intrigant de tous, comment son héritage a-t-il pris fin? Nous vous racontons tout. De plus, vers la moitié de vidéo, nous vous révélons combien d'argent et de fortune ils ont gagné. Commençons. Chapitre 1, l'origine d'une dynastie. Au cœur de la Toscane, dans un petit village appelé Cafaggiolo, se trouvent les débuts modestes de l'une des familles les plus influentes de l'histoire, les Médicis. À leur début, les Médicis étaient de simples marchands de laine, une activité courante dans l'Italie médiévale. Cependant, derrière cette activité apparemment ordinaire se cachait une ambition hors du commun qui allait changer à jamais le destin de Florence, de l'Europe et du monde. Profitez de cette occasion pour vous abonner afin de ne rien manquer. Le commerce de la laine était plus qu'un commerce, c'était le moteur économique de la Toscane. Florence, avec son réseau dynamique d'ateliers et de guildes, était devenue un centre de production et d'exportation tissu fin. C'est dans ce contexte que les Médicis ont commencé à accumuler une modeste fortune. Mais ce qui distinguait vraiment la famille, ce n'était pas seulement sa capacité à négocier, mais aussi sa capacité à imaginer des possibilités au-delà du commerce. Il est clair que les Médicis ne se contentent pas d'être de simples marchands. Le premier grand bond en avant de la famille a été réalisé par Giovanni di Bicci de Medici, un personnage qui incarnait l'esprit novateur et visionnaire qui allait définir la dynastie. Giovanni ne voyait pas seulement des opportunités dans la vente de biens, il voyait la richesse comme un outil pour quelque chose de bien plus puissant, l'influence. Ce changement de perspective a marqué le début de la transformation des Médicis, qui sont passés du statut de marchand à celui de banquier, puis de souverain. En 1397, Giovanni a fondé le Banco Medici, une institution qui allait révolutionner le système financier européen à une époque où le commerce international était en plein essor, mais où les systèmes bancaires étaient rudimentaires et risqués. Giovanni a introduit des innovations qui ont changé la donne. L'une de ses contributions les plus importantes est la lettre de crédit, un document qui permet aux marchands d'effectuer des transactions sans avoir à transporter de grosses sommes d'argent liquide. Cela a non seulement réduit les risques de vol, mais a également facilité le commerce à une échelle sans précédent, permettant aux affaires de circuler rapidement et en toute sécurité à travers les frontières et les continents. La Banco Medici est devenue un symbole de confiance, avec des succursales dans des villes clés comme Venise, Rome, Londres et Paris. Le réseau bancaire de Giovanni relie les principaux centres économiques d'Europe, mais le succès de sa banque ne se résume pas à des chiffres et à des bénéfices. Son véritable triomphe réside dans la stratégie. Giovanni avait compris que la richesse pouvait acheter bien plus que des biens matériels. Elle pouvait acheter des alliances, du pouvoir et de la légitimité. Plus important encore, elle peut acheter la foi. L'une des plus grandes stratégies de Giovanni a été d'établir une relation étroite avec la papauté, l'institution la plus puissante de l'époque. Dans une Europe marquée par l'instabilité politique et religieuse, le Vatican était le pivot de l'influence. Giovanni gagne la confiance du pape Martin V en gérant avec succès les finances de l'Église. Lorsque le pape revint à Rome, après le tumultueux schisme d'Occident, Giovanni veilla à ce que le Banco Medici soit l'entité chargée de gérer les vastes sommes d'argent nécessaires à la reconstruction de l'autorité et de la splendeur du Vatican. Cette alliance avec la papauté a non seulement consolidé la position de la Banque des Médicis en tant qu'institution financière la plus importante d'Europe, mais elle a également conféré à la famille une aura de légitimité divine. Les Médicis n'étaient pas seulement des banquiers, ils étaient les gardiens du trésor de l'Église et avec lui, ils ont commencé à contrôler quelque chose de plus puissant que l'argent, la foi de millions de personnes. Giovanni di Bicci n'était pas un homme qui recherchait les feux de la rampe, il préférait travailler dans l'ombre, gérant habilement les relations politiques et financières qui cimentaient le pouvoir des Médicis.
Néanmoins, son héritage est monumental. Sous sa direction, la famille a non seulement amassé une immense fortune, mais a également jeté les bases d'un modèle d'influence qui transcendra les générations. Chapitre 2. Cosimo l'Ancien, l'architecte du pouvoir. Après la mort de Giovanni di Bicci en 1429, le destin de la famille Médicis échoua à son fils Cosimo de Médicis, dit Cosimo l'Ancien. Homme d'une perspicacité incomparable, il hérite non seulement de la richesse de son père, mais aussi de sa vision stratégique. Sous sa direction, les Médicis passent du statut de dynastie bancaire à celui d'architecte invisible de Florence. Mais leur ascension n'est pas exempte de défis qui mettent à l'épreuve la solidité de leur pouvoir. Dès le début, Cosimo comprend que la stabilité financière du Banco Medici doit aller de pair avec une politique calculée. Profitant des relations établies par son père avec la papauté, il étendit les opérations bancaires de la famille et renforça son influence dans toute l'Europe. Mais le véritable génie de Cosimo réside dans sa capacité à associer la richesse à la culture et au pouvoir politique. Il croyait fermement que le contrôle d'une ville ne se gagnait pas par la force brute, mais par une combinaison de diplomatie, de faveurs stratégiques et d'une profonde compréhension des aspirations humaines. Malgré son approche méticuleuse, le pouvoir croissant de Cosimo suscite des réticences parmi les élites florentines. En 1433, sous l'impulsion de la famille Albizzi, ses ennemis politiques conspirent pour le bannir. Il est accusé d'avoir accumulé un pouvoir excessif et d'avoir renversé les institutions républicaines de Florence. Cosimo est arrêté, jugé et condamné à l'exil. Ce revers apparent s'est avéré être une occasion de consolider sa position. Pendant son année d'exil à Venise, Cosimo a maintenu ses contacts financiers et politiques actifs, veillant à ce que son absence soit ressentie comme une perte insoutenable pour l'économie florentine. Le retour de Cosimo en 1434 est triomphal. La pression populaire et l'effondrement économique provoqué par son exil contraignent ses adversaires à capituler. À son retour à Florence, il est accueilli comme un sauveur. Loin de chercher à se venger, Cosimo entreprend de renforcer discrètement mais efficacement son contrôle. Grâce à un réseau d'alliances matrimoniales, à des prêts stratégiques et au patronage de familles influentes, il consolida une emprise quasi absolue sur la ville. Bien que Florence soit restée techniquement une république, Cosimo a gouverné dans l'ombre, utilisant sa richesse comme une arme politique. Cosimo avait compris une chose fondamentale, le pouvoir politique était peut-être éphémère, mais l'héritage culturel était éternel. Sous sa direction, Florence est devenue l'épicentre de la Renaissance. Il a financé des projets architecturaux qui ont redéfini l'horizon de la ville, le joyau de la couronne étant le dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore, conçu par Filippo Brunelleschi. Cette réalisation architecturale a non seulement symbolisé l'ingéniosité humaine, mais a également réaffirmé le rôle de Florence en tant que phare de l'innovation. Le mécénat de Cosimo ne se limite pas à l'architecture, il était un fervent mécène des arts et des lettres, soutenant des personnalités telles que Donatello, Fra Angelico et l'érudit Marsilio Ficino. Il a également fondé la Bibliotheca Laurentiana, un trésor de manuscrits qui préservait et promouvait la connaissance classique. Grâce à ces initiatives, Cosimo n'a pas seulement rehaussé son propre nom, mais il a également fait de Florence le cœur intellectuel et artistique de l'Europe. Cependant, son influence n'a pas toujours été accueillie avec un enthousiasme universel. S'il était aimé pour sa générosité, il était aussi craint pour sa capacité à manipuler la politique dans l'ombre. Il utilise sa position de premier banquier européen pour exercer une pression subtile mais efficace sur ses rivaux, un jeu de pouvoir qui nécessite à la fois finesse et détermination. Lorsque Cosimo meurt en 1464, la ville qu'il a transformée l'honore comme Pater Patria, le père de la patrie. Il est enterré dans la basilique de San Lorenzo, un monument qu'il a financé et qui reflète son engagement en faveur de la grandeur de Florence. Sa mort a marqué la fin d'une époque, mais son héritage a perduré. La structure qu'il avait construite n'a pas seulement assuré la continuité du pouvoir des Médicis, mais a également ouvert la voie à l'ascension de son petit-fils, un jeune homme destiné à éclipser même les réalisations de son grand-père, Laurent le Magnifique. Chapitre 3. Laurent le Magnifique, le roi sans couronne. Laurent de Médicis, surnommé le Magnifique, était bien plus que l'héritier d'une fortune colossale.
Il était le cœur et l'âme de la Florence de la Renaissance, un leader dont l'influence a façonné non seulement la politique et l'économie, mais aussi l'art et la culture de son temps. Lorsqu'il a pris la tête de la famille en 1469, Lorenzo avait à peine 20 ans, mais dès le début, il a fait preuve d'une vision et d'une habileté politique qui l'ont placé au centre des événements historiques. Sous son règne, Florence est devenue l'épicentre de la Renaissance, un âge d'or au cours duquel des génies tels que Michel-Ange, Sandro Botticelli et Léonard de Vinci ont trouvé en Laurent non seulement un mécène, mais aussi un mentor et un ami. Le mécénat de Laurent n'est pas une simple philanthropie, c'est une stratégie calculée pour consolider son prestige et faire de Florence le joyau intellectuel et artistique de l'Europe. Des chefs-d'œuvre tels que La naissance de Vénus de Botticelli et les premiers développements de Michel-Ange témoignent éternellement de son influence. Mais l'art et la culture n'étaient qu'une facette du leadership de Lorenzo. Il était un stratège politique consommé qui naviguait dans les intrigues de l'Italie fragmentée avec une habileté que peu de gens pouvaient égaler. En 1478, il est confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, la conspiration des Pazzi. Cette tentative de coup d'État, soutenue par le pape Sixte IV et d'autres factions rivales, visait à éliminer les Médicis et à prendre le contrôle de Florence. L'attentat perpétré dans la cathédrale Santa Maria del Fiore a entraîné la mort tragique de son frère Giuliano, mais Lorenzo a miraculeusement survécu. Sa réponse fut rapide et décisive. Non seulement il réprime les conspirateurs d'une main ferme, mais il utilise l'incident pour renforcer son autorité, consolidant son contrôle sur la ville et renforçant la position de sa famille. Cependant, la splendeur de l'époque de Lorenzo n'était pas sans coût. Le maintien de son influence nécessite d'énormes ressources et Laurent n'hésite pas à puiser dans les coffres de la Banque des Médicis pour financer sa vision. Du mécénat artistique aux alliances diplomatiques, ces dépenses extravagantes ont commencé à éroder la stabilité financière de l'institution qui avait été le pilier de la fortune familiale. Bien qu'il ait réussi à sauver les apparences de son vivant, la situation n'était plus tenable. N'oubliez pas de vous abonner et de me soutenir, cela m'aide beaucoup. Dans l'arène politique, Lorenzo a agi comme un maître marionnettiste, équilibrant les alliances et les rivaux, habileté impressionnante. Sa diplomatie a joué un rôle clé dans le maintien de la paix dans l'Italie de la Renaissance, notamment en participant à la création de la Ligue italienne en 1480, une alliance qui visait à stabiliser les tensions entre les principaux États italiens. Toutefois, cet équilibre délicat dépendait largement de son charisme et de ses capacités personnelles, ce qui a laissé un vide difficile à combler après sa mort. Lorsque Laurent meurt en 1492, à l'âge de 43 ans, Florence perd plus qu'un chef. Elle perd l'homme qui a été l'architecte de sa grandeur culturelle et politique. Son fils aîné, Piero de Médicis, surnommé Piero le Malheureux, lui succède. Contrairement à son Piero, n'avait ni les compétences ni la vision nécessaire pour garder le contrôle à une époque d'instabilité croissante. En 1494, lorsque le roi Charles VIII de France envahit l'Italie, Piero commet la grave erreur de céder sans résistance les forteresses florentines au monarque, ce qui est considéré comme un acte de lâcheté et de trahison. La réaction de Florence fut immédiate et féroce. Piero est expulsé de la ville lors d'une explosion d'indignation populaire, ce qui marque la fin du règne des Médicis à Florence. La famille s'exile et la ville se transforme sous l'influence du frère radical Girolamo Savonarola qui prêche contre la corruption et le luxe, condamnant l'héritage des Médicis comme un symbole de décadence morale. L'effondrement de la Banque des Médicis, affaibli par des années de mauvaise gestion et par les dettes accumulées sous le règne de Laurent, a porté le coup de grâce à la fortune de la famille. La splendeur qui avait défini l'ère de Laurent s'est rapidement effondrée, laissant les Médicis vulnérables et privés du pouvoir qu'ils avaient exercé pendant des décennies. Nous sommes à mi-parcours, donc ce qui est promis est promis. Combien d'argent pensez-vous qu'ils avaient? Selon les experts, ils pensent qu'ils avaient une fortune équivalente à près d'un demi-billion de dollars, bien plus que n'importe quel milliardaire d'A. Mais il y avait aussi une autre famille qui possédait une fortune similaire. Voulez-vous le découvrir? Nous vous le révélerons
à la fin. Chapitre 4, les papes Médicis et le contrôle de l'Europe. C'est au Vatican que les Médicis ont écrit un nouveau chapitre de leur héritage, cette fois depuis le trône papal, avec une influence qui a atteint des dimensions à la fois spirituelles et politiques. Le premier grand triomphe est celui de Jean de Médicis, deuxième fils de Laurent le Magnifique, qui accède à la papauté en 1513 sous le nom de Léon X. Son élection n'est pas seulement une affaire religieuse, mais un acte stratégique qui marque le retour de la famille au sommet du pouvoir en Europe. Son élection n'est pas seulement une question religieuse, mais une décision stratégique qui marque le retour de la famille au sommet du pouvoir en Europe. Léon X incarne l'opulence et la splendeur de la Renaissance, canalisant ressources de l'Église vers la promotion des arts et de l'architecture. Sous sa direction, la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome a pris un nouvel élan. Cette œuvre monumentale, conçue par des génies tels que Bramante, Raphaël et Michel-Ange, n'était pas seulement un témoignage de la grandeur de l'Église catholique, mais aussi un symbole du pouvoir des Médicis. Cependant, le pontificat de Léon X n'est pas sans poser de problème. C'est sous son règne que Martin Luther a lancé la réforme protestante en 1517, un mouvement qui a ébranlé les fondations de l'Église catholique. Léon X réagit en condamnant les 95 thèses de Luther et en l'excommuniant, mais il ne réussit pas à mettre fin au mécontentement croissant en Europe. Bien que la réforme ait porté un coup important à l'autorité de Rome, Léon X s'est attaché à préserver l'influence de la famille dans les domaines politiques et culturels. Sa capacité à combiner diplomatie, richesse et mécénat artistique a permis aux Médicis de rester un acteur majeur sur la scène européenne. Après la mort de Léon X en 1421, un autre Médicis monte sur le trône de Saint-Pierre, Giulio de Médicis, qui prend le nom de Clément VII en 1353. Son pontificat est cependant assombri par une série de crises qui menacent d'anéantir le pouvoir accumulé par son prédécesseur. L'un des moments les plus sombres fut le sac de Rome en 1427, perpétré par les troupes de l'empereur Charles Quint. Cet épisode brutal, connu sous le nom de sacrifice du Saint-Empire romain, fut le premier d'une série de saccages de Rome. Cet épisode brutal, connu sous le nom de Sacco di Roma, a dévasté la ville et mis en évidence la fragilité de la position politique de la papauté. Clément VII fut contraint de se réfugier au château Saint-Ange, tandis que les troupes saccageaient les églises, les palais et les résidences, détruisant une grande partie de la splendeur de la Renaissance à Rome. Le sac a non seulement affaibli le pouvoir militaire et politique des Médicis, mais il a également laissé la papauté dans une situation économique précaire. Cependant, Clément VII, comme Léon Xe, utilise l'art et l'architecture pour affirmer son influence. C'est sous son patronage que Michel-Ange a été chargé de peindre le Jugement dernier dans la chapelle Sixtine, un chef-d'œuvre qui résume l'histoire de la papauté. Il a su allier la grandeur et l'angoisse d'une époque en crise. En outre, Clément VII a joué un rôle crucial dans le mariage de sa nièce Catherine de Médicis avec Henri II de France, unissant ainsi la famille à l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe. Chapitre 5, le déclin des Médicis et l'héritage d'aujourd'hui. Après l'essor, le déclin est inévitable. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, le pouvoir des Médicis a commencé à s'estomper. Alors que le centre économique de l'Europe se déplace vers les puissances atlantiques telles que l'Angleterre et les Pays-Bas, Florence, autrefois épicentre du commerce et de la culture de la Renaissance, perd de son importance. Cette transition a marqué le début de la fin pour l'une des dynasties les plus influentes de l'histoire. En la mort sans héritier légitime de Gian Gastone de Médicis, le dernier grand-duc de la famille, clôt le chapitre des Médicis en tant que souverain. Gian Gastone, connu pour sa personnalité mélancolique et ses problèmes de santé, n'a pas laissé de descendants, ce qui signifiait l'extinction de la ligne principale de la dynastie. Cependant, avant sa mort, la famille a laissé un dernier geste de grandeur qui a assuré son immortalité culturelle. Anna Maria Luisa de Médicis, sœur de Gian Gastone et dernière descendante directe, a signé le pacte de famille. Cet accord garantissait que le vaste trésor artistique des Médicis resterait à Florence. Grâce à sa vision, les chefs-d'œuvre d'artistes tels que Michel-Ange, Raphaël et Botticelli sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, transformant Florence en un musée vivant qui rend hommage à la splendeur de son passé.
Après la disparition des Médicis en tant que souverains, leur nom n'a pas été complètement perdu, bien que leur domaine, leur titre et leur pouvoir politique se soient éteints. L'héritage de la famille s'est maintenu grâce à son impact culturel et artistique. Aujourd'hui, le nom de la famille survit à travers des personnages tels que Lorenzo de Médicis, écrivain contemporain, et supposé lointain descendant de la famille. Ce Lorenzo, qui ne possède ni la richesse ni l'influence de ses ancêtres, incarne l'esprit d'innovation et de créativité qui a caractérisé les Médicis pendant des siècles. Aujourd'hui encore, le nom des Médicis évoque des images de grandeur, de pouvoir et de mécénat. Bien que son rôle politique et économique appartienne au passé, son impact résonne dans tous les coins de Florence et dans l'histoire de la Renaissance, de la magnificence de la galerie des Offices aux dômes imposants qui dominent l'horizon de la ville. L'héritage des Médicis se perpétue dans l'art, l'architecture et l'imaginaire collectif. En 2024, le nom des Médicis représente non seulement une dynastie révolue, mais aussi un symbole durable de la façon dont l'ambition et l'amour de la culture peuvent changer le cours de l'histoire. Savez-vous qui est Atina Onassis, l'héritière de l'empire grec Onassis? Voulez-vous savoir quelle fortune elle possède? Dans la description, je te laisse une vidéo à sujet. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me soutenir, de t'abonner et de l'aimer. C'est seulement ainsi que je pourrai créer le contenu que tu aimes le plus.